Bien, puisqu'il est à peu près 11 heures, je vous propose que nous commencions. Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue en ce lieu. La plupart d'entre vous, je crois que vous le connaissez d'ailleurs déjà plutôt bien, même très bien. Et c'est vraiment gentil à vous d'être venus vous joindre à nous pour cette journée porte ouverte, alors que il fait quand même plutôt beau et on peut être très bien également sous les frondaisons, surtout à cette heure-ci. Alors, comme vous l'avez pu le voir, nous allons aujourd'hui parler un petit peu d'une notion qui peut sembler parfois un peu ringarde et qui pourtant est aussi quand même plutôt d'actualité, à savoir le respect. Et ce que je vous propose, en fait, c'est plutôt une réflexion commune, parce que on a tous entendu parler du respect, c'est quand même quelque chose qui est, heureusement d'ailleurs, universel. Donc je n'ai aucun scoop particulier à faire, mais parfois en reprenant quelque chose qui semble banal, courant, etc., et en approfondissant un peu, surtout ensemble, ça peut permettre de découvrir de nouveaux éclairages, de nouvelles pistes, etc. Donc ça n'est pas forcément inintéressant. Et puisque, après tout, nous nous trouvons dans cet institut bouddhiste et que c'est la journée porte ouverte et que vous êtes venus pour cette journée porte ouverte, bien évidemment, ce que je vous propose, c'est d'aborder, en tout cas en ce qui me concerne, ces notions sous un angle bouddhiste. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde va être d'accord, et j'espère bien que non, d'ailleurs. Sinon, ça ne serait pas drôle. C'est toujours intéressant aussi de découvrir d'autres manières de penser, etc. Donc là, délibérément, je vais essayer d'aborder cette question comme, en tant que bouddhiste, on peut le faire. Alors, en tant que bouddhiste débutant, moi, après tout, je suis loin de tout connaître, c'est le moins qu'on puisse dire. Une minuscule petite goutte dans un immense océan. Mais ça n'empêche pas déjà de partager la petite goutte. Et puis, je compte sur vous également pour améliorer le score de la journée. Et puisque je vous propose qu'on regarde ça sous l'angle bouddhiste, ce qui me paraît quand même de mise ici, on va faire comme si on était dans un cadre bouddhiste carrément, hein. N'ayons pas peur des mots. Donc l'enseignement du Bouddha, vous le savez, remonte à quand même il y a pas mal d'années, à peu près dans les 2500, 2600 ans, grosso modo. La difficulté, et c'est pour ça qu'on peut connaître que peu de l'enseignement du Bouddha, c'est qu'il a quand même enseigné pendant 40-45 ans. Ça fait beaucoup. Dans beaucoup d'autres grandes religions, le fondateur, il a enseigné quelques années. Et déjà, c'est énorme. Alors quelqu'un qui parle pendant 45 ans... Vous imaginez, en plus, histoire de compliquer les choses, si j'ose dire, c'est que le Bouddha n'avait pas de révélation. C'est pas une religion révélée, c'est une expérience qu'il partage. C'est une expérience qu'il partage, et donc, comme il s'agit d'un partage, il faut évidemment s'adapter à ceux qui écoutent, c'est-à-dire que le Bouddha, en fait, il adaptait également ses exposés aux personnes qu'il avait en face de lui à ce moment-là. Ce qui veut dire que non seulement l'enseignement du Bouddha est quand même très vaste, il est riche, mais en plus il est extrêmement divers. Parfois on peut même avoir l'impression qu'on va y trouver tout et son contraire. C'est à la fois vrai et pas vrai, en ce sens qu'il y a quand même une ligne directrice, heureusement. Et la ligne directrice, c'est que quand le Bouddha exposait quelque chose à quelqu'un, c'était pour partager son expérience avec ce quelqu'un, mais également lui fournir un certain nombre d'éléments pour aller mieux. Donc, pour arriver à dépasser certaines difficultés, certaines souffrances, pour accéder à un plus grand bonheur. Et de quelle manière? En général, même toujours, en essayant de faire un travail sur soi, sur son esprit, parce que, on le verra après, selon le bouddhisme, tout ce qui nous arrive, ça ne veut pas dire tout ce qui existe, hein, mais la façon dont nous réagissons à nos expériences, etc., ça vient beaucoup plus, selon le bouddhisme, de notre esprit que
des objets ou des conditions extérieures elles-mêmes. Donc, en modifiant notre état d'esprit, d'une certaine manière, nous pouvons également modifier notre ressenti par rapport à ce qui nous arrive. Et ça, en fait, nous le savons tous, même si c'est d'une manière plus ou moins vague. Et selon le fait qu'on se soit levé du pied gauche ou du pied droit le matin, n'est-ce pas, les mêmes faits anodins vont nous sembler agréables, désagréables ou neutres. Le fait même, il est le même. Il n'a pas changé. Mais nous le voyons très différemment. Et ça ne vient pas de l'objet, ça vient de nous. Même chose pour les personnes, les êtres. Les uns vont nous sembler sympathiques, d'autres antipathiques et d'autres plutôt indifférents. Mais la personne, elle est toujours la même. Si on les voit différemment, c'est bien que la perception que nous en avons, ça vient beaucoup plus de nous que de l'objet pris en compte. Donc c'est de ce point de vue-là qu'on va vraiment accorder une prééminence à tout ce qui relève de l'esprit, de la perception. Et c'est une bonne chose parce qu'on ne peut pas tellement changer le monde qui nous environne. On peut quand même essayer d'y collaborer un peu, mais on ne va pas pouvoir le transformer radicalement. Puis il y a des choses auxquelles on ne peut rien. À partir du moment où on est né, malheureusement, ça se termine. Tout ce qui est pareil, à un moment, disparaît. Mais par contre, on peut le prendre de manière multiple et diverse. Ça peut être absolument insupportable, comme ça peut rester douloureux, mais devenir supportable. Et donc, finalement, l'enseignement du Bouddha concourt à cela, c'est permettre d'adopter un autre regard, une autre perception sur les choses, de manière à ce que ça devienne, sinon franchement agréable, en tout cas supportable. Et donc pour y arriver, il y a un travail sur soi et on va utiliser notamment différents outils, dont la méditation. La méditation, c'est tendance, hein, c'est à la mode. Mais là, quand même, je me réfère à quelque chose qui remonte à plus que 10 ans en arrière. Et d'ailleurs, la méditation, ça n'est pas une invention du Bouddha, ça existait avant. Le Bouddha l'a utilisé, c'est un moyen. Mais ce n'est pas un monopole, et ça n'est pas non plus une fin en soi. C'est-à-dire que la méditation, ce n'est pas parce qu'on méditerait que ça serait une voie spirituelle obligatoirement. La preuve en est que nos champions, là, toutes catégories, quand ils utilisent les techniques de visualisation pour se préparer, ce sont des techniques de méditation. De là à dire que c'est une voie spirituelle, peut-être pour certains, mais pas forcément systématiquement. Donc, méditation, oui, et la méditation, on peut l'envisager de multiples manières. Et alors déjà dans le bouddhisme, et encore plus quand on sort du bouddhisme, en tout cas dans l'école à laquelle j'appartiens, celle des Gelugpa chez les Tibétains, en se fondant sur des traités, sur des sutras du Bouddha, sur des traités indiens notamment qui viennent de Kamalashila, on envisage 2 types de méditation. Il y a la concentration et puis la méditation analytique. Et je vous propose qu'on fasse tout de suite une petite concentration. Après tout, hein, autant se mettre dans le bain. Et on va faire ce qui est toujours recommandé, qui peut être utilisé pas uniquement dans le bouddhisme, mais largement en dehors, puisque de toute manière, ça vient du yoga indien. C'est la méditation sur la respiration. Alors, cette méditation, après, on pourrait la décliner de multiples manières. Ça peut effectivement être juste un exercice de yoga, hatha yoga physique, sans plus. Mais ça peut également devenir une vraie pratique spirituelle. Ça dépend ce qu'on va y mettre, de la manière dont on va la faire. Donc là, on va faire ça tranquillement, juste pour se mettre un petit peu en condition. L'intérêt de la concentration sur la respiration, c'est que normalement, ça reconcentre, c'est le but, l'esprit. Donc ça permet de laisser de côté les pensées parasites, les préoccupations, les idées noires. Et à défaut d'autre chose, ça permettrait déjà que notre esprit recouvre un état neutre, ce qui nous rend automatiquement plus calme et donc plus réceptif. Alors normalement, pour mener à bien une méditation, il est dit que la posture, c'est pas le nerf de la guerre, mais quand même ça y contribue.
Donc, quand on est assis par terre, on peut essayer de s'installer en posture soit de Vajrasana, la posture du diamant, ou en demi-lotus, si on y arrive. Si on est assis sur une chaise, l'idée, en fait, qu'on soit assis par terre ou sur une chaise, ça serait d'avoir le dos relativement droit et puis de se sentir bien. Donc, la tête très légèrement inclinée, sauf que là, comme on ne va pas méditer très longtemps, à la limite, c'est pas si grave, mais quand même, ça fait partie des prescriptions, enfin des recommandations. Après, on va essayer de vraiment ne penser qu'au double mouvement respiratoire. Nous allons essayer de suivre mentalement expiration, inspiration. Pour ce double mouvement, nous pourrions décompter une première respiration, puis une deuxième respiration. Donc, il ne faut pas tricher, il ne faut pas compter sur les doigts. Là également, en fait, le but, c'est de diriger délibérément, presque de force, l'esprit vers la respiration et le décompte, parce que notre esprit, tant que nous ne sommes pas parvenus à des niveaux extrêmement élevés, ne peut penser qu'à une chose à la fois, un seul objet à la fois. Alors évidemment, il peut en changer très vite. D'ailleurs, on va le voir tout de suite, qui change très vite. Parce que la respiration, ça ne va pas l'intéresser. Hein. Mais l'intérêt, c'est que comme il ne peut penser qu'à une chose à la fois, si malgré tout on l'oriente vers la respiration, en principe, ça met de côté le reste. Et donc, notamment quand on a des soucis, des inquiétudes, etc., si on arrive à correctement faire ce genre de concentration, ça donne une véritable bouffée d'oxygène, parce que pendant ce petit moment de la concentration, on ne pense plus aux soucis, c'est toujours ça de gagner, ça permet à l'esprit de se calmer, et parfois après, en reprenant les choses plus calmement, on peut trouver des solutions qui n'étaient pas évidentes auparavant. Donc c'est à ça que peut servir une concentration, entre autres. Donc là, je vous propose, on ne va pas faire ça très très longtemps, quelques instants, un peu en guise de test, quoi. Bon courage. Avec un petit peu de chance, là, nous sommes maintenant dans un état d'esprit neutre, calme, très tranquille. Mais c'est bien. Mais cause neutre, ça donne des résultats neutres. Et puis, autant fructifier un peu plus ces quelques moments que nous allons passer ensemble. Donc, on dirait dans le bouddhisme que l'idéal, ça serait maintenant de faire apparaître en nous, si ce n'est pas encore le cas, un état d'esprit, cette fois-ci positif, bénéfique. Alors, quand on est bouddhiste, et notamment qu'on pratique selon le Mahayana, on va maintenant se dire que parce qu'on voudrait œuvrer pour accomplir le bien de tout être quel qu'il soit, on se rend compte qu'il faudrait devenir Bouddha, donc atteindre l'éveil, et que c'est à cette intention qu'on va par exemple étudier ou réfléchir ou méditer ou faire toute autre pratique. Mais les intentions bénéfiques, heureusement, à nouveau, ça n'est pas une spécificité bouddhiste. Ça serait bien ennuyeux. Si c'était le cas. Et donc, après, moi, ce que je vous propose, c'est que chacun d'entre vous, en fonction de vos choix de vie,
des voies spirituelles que vous suivriez ou non, etc., que vous pensiez à quelque chose qui puisse être positif maintenant. Par exemple, vous êtes venu aujourd'hui, bon, ça veut dire déjà une véritable ouverture, parce que si vous n'êtes pas bouddhiste, venir dans un centre bouddhiste, y compris pour une journée comme ça montre de la curiosité intellectuelle, avoir envie de connaître les autres, de les rencontrer, d'échanger. Donc c'est quelque chose qui en soi est déjà une démarche d'ouverture. Donc les sujets dont on parle, c'est par exemple l'éthique, le respect. Eh bien, ça aussi, ce sont des notions. Si vous venez pour écouter quelque chose sur le respect, ça veut dire que quelque part, ça vous intéresse. Donc, c'est pas anodin. Donc, essayez de voir pourquoi finalement vous avez fait cette démarche de venir. Qu'est-ce qui peut vous intéresser dans un tel cadre ? Est-ce que c'est parce que vous voudriez obtenir quelque chose, simplement des connaissances, mais c'est déjà extrêmement important, pour rencontrer des personnes, c'est important également. Peut-être pour, sait-on jamais, découvrir quelques moyens qui permettraient d'apporter plus d'harmonie dans notre propre vie, dans nos relations avec les autres, dans la famille par exemple, ou au travail, etc. Donc là, à nouveau, on ne va pas prendre trop de temps. Et là, ça va être plutôt une méditation de type analytique. On a fait une concentration, maintenant on passe à une méditation de type analytique, c'est-à-dire finalement c'est une réflexion, mais sur un sujet particulier choisi, et dans le but quand même de se mettre dans un certain état d'esprit. Donc juste quelques instants pour essayer de se mettre dans ce genre d'état d'esprit. Si vous avez envie, sinon vous vous reposez tranquillement. Alors maintenant, nous allons pouvoir passer au vif du sujet, quand même, il est temps. Donc ce fameux respect dont on a dit que ça serait la clé ou une clé du vivre ensemble. Alors déjà, le terme de vivre ensemble, je suis responsable du choix de l'énoncer, mais d'un autre côté, je n'y adhère pas vraiment. En fait, je vais vous faire tout de suite un aveu. L'expression « vivre ensemble » qui est très à la mode ces temps-ci, elle m'exaspère un peu. Mais bon, faut être jeune, tendance. Mais c'est vrai que je trouve que c'est un peu bizarre comme expression, mais d'un autre côté, ça nous permet d'en parler. Parce que, est-ce que nous sommes apparus de génération spontanée ? Pas franchement, Il me semble que nous avons en général des parents, voire une famille même plus élargie. Donc nous n'apparaissons pas de génération spontanée. Est-ce que nous vivons seuls, isolés, coupés de tout autre être vivant ? Donc nous vivons ensemble. Alors pourquoi est-ce qu'on en fait tout un plat ? Bien sûr qu'on vit ensemble. Alors ça ne nous plaît pas forcément tous les jours, mais c'est juste un constat, non ? Alors c'est vrai que dans mon jeune temps, on aurait pu plutôt parler de société. Mais le langage évolue et il y a des expressions qui sont extrêmement utilisées, pour ne pas dire qu'on en abuse, à une période, et puis après, pof, on n'en parle plus. Par exemple, autrefois, on parlait tout le temps d'aliénation. C'est complètement sorti du vocabulaire. On parle encore de société, mais quand même vivre ensemble, c'est mieux. Et pourtant,
société. Bah oui, on vit en société, nous sommes des êtres humains. Puis c'est pas un scoop, hein. Aristote, déjà, disait que l'homme est un animal social. Donc on ne peut pas dire que ça soit une découverte très récente. Alors social, oui. Sociable, à voir. Étant donné que le point d'interrogation a toute sa place ici, mais que quand même, en tant qu'êtres humains, effectivement, nous pouvons difficilement faire autrement que de vivre en groupe. Qu'est-ce qui peut nous rendre la vie en groupe, à défaut d'être agréable, au moins à peu près supportable? Il y a un certain nombre de choses, on peut les appeler clés, mais bon, là aussi c'est le truc, les 60 clés pour ceci, les 30 clés pour autre chose, bon, moi je veux bien, pourquoi pas. Donc là, en fait, effectivement, le respect, ça peut aider à vivre avec les autres. À vivre avec les autres, et même avec soi-même d'ailleurs. Hein. Parce que finalement, donc j'ai cherché du coup, d'abord choisi le sujet, puis après j'ai commencé à y réfléchir, c'est logique. Je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire, respect flûte alors? Et j'ai trouvé dans le dictionnaire, c'est un sentiment, bon pourquoi pas, qui porte à accorder de la considération à quelqu'un en raison de la valeur qu'on lui reconnaît. Après, il y a des sens dérivés, et on peut également appliquer le respect à quelque chose qui n'est pas un être vivant, mais qui est donc ça peut être un concept ou même un objet inanimé, mais qu'on considérerait comme sacré. Bon, en tout cas, dans les deux cas de figure, il s'agirait de faire preuve de considération vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose, et dans les deux cas, finalement, parce qu'on lui accorde une certaine valeur. Alors maintenant, quels pourraient être les objets pris en compte par le respect? On pourrait dire, d'une certaine manière, tout et tous. Pour simplifier, on va systématiser un peu. Il y aurait d'abord peut-être un respect minimal vis-à-vis de soi, vis-à-vis d'autrui, et à partir du moment où il y aurait également du respect vis-à-vis d'autrui, ça entraîne également vis-à-vis de tout ce qui concerne autrui, d'ailleurs soi-même aussi, notamment l'environnement. C'est-à-dire que finalement, ça couvre quand même beaucoup de choses. Pourquoi commencer par le respect de soi alors qu'en tout altruisme, on devrait commencer par le respect d'autrui? C'est parce que si on ne se respecte pas déjà un minimum soi-même, ça serait certainement difficile de respecter les autres. De même que, oui, parce que si on n'a aucune considération pour soi, pourquoi donc ira-t-on accorder de la considération à autrui? Pas logique. De quelle manière pourrait-on faire preuve de respect de soi? Alors là, il y a toutes sortes de façons de voir la chose. Hein. Ça pourrait être dans une perspective, oserais-je dire le mot, morale. Pardonnez-moi. Là aussi, c'est un mot qui est tabou. Mais bon, tant pis, je l'ai dit. Et alors là, c'est un petit peu, vous savez, ce qu'on appelait la voix de la conscience. C'est-à-dire, quand même, ça, je ne devrais pas le faire parce que ça n'est pas digne de moi. Donc, avoir du respect pour soi, ça serait peut-être voir également ce qui serait digne de nous ou pas digne de nous. Dans le bouddhisme, on va dire que l'esprit comporte plusieurs composantes, conscience, mais également des facteurs mentaux. Parmi les facteurs mentaux, il y en a qui sont neutres, il y en a qui sont bons, il y en a qui sont mauvais, ceux qui nous embêtent. Ceux qui sont bons, parmi eux, il y en a un, c'est un petit peu le respect de soi. C'est-à-dire que c'est en fait quelque chose qui est en chacun d'entre nous et qui ne demande qu'à être titillé, voire exploité. C'est-à-dire finalement, en utilisant une autre faculté que nous avons, qu'on peut appeler la sagesse ou qu'on peut appeler le discernement, en toutes circonstances, assez rapidement, parce qu'on ne va pas y passer non plus des heures, se dire finalement, qu'est-ce qui est digne, est-ce que c'est digne de moi ou pas digne de moi d'agir de cette manière? Par exemple, bondir sur le seul siège libre du métro alors que la vieille dame est en train de se traîner avec ses béquilles et qu'elle aimerait bien la voir, mais elle est moins rapide, elle l'aura pas. Est-ce vraiment digne de nous ou pas? Alors ça dépend de quel âge nous avons, ça dépend dans quel état nous sommes.
Donc, c'est pour ça qu'on a quand même besoin du discernement. Tout est une question de nuance et c'est toujours au cas par cas. Donc, il y a par rapport à ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a également, finalement, notre santé. Donc, si nous avons un tant soit peu de considération pour nous, nous devrions avoir des égards pour notre santé, pas uniquement pour éviter de creuser le trou de la sécurité sociale, parce que ça sera plutôt dans le respect pour autrui, mais parce que, en tant qu'être animé, nous avons quand même un potentiel, nous avons des facultés qui pourraient être utilisées bien, et si donc nous massacrons délibérément notre santé, c'est dommage. Nous nous faisons du tort à nous-mêmes, et donc, par ricochet, nous faisons également du tort à autrui. Donc, le respect de soi, ça suppose également une hygiène de vie, de se faire soigner quand c'est nécessaire, etc., etc., de prendre des risques raisonnables, etc. Donc, vous voyez, cette notion de respect, quelque part, elle peut aller quand même très, très loin. Et également, après, on pourrait se dire, alors là, on est plus dans une perspective carrément bouddhiste. Il y a l'individu que nous sommes à cet instant, là, il est déjà 11h30. Mais cet individu, à nouveau, il n'est pas de génération spontanée, donc il vient d'un individu antérieur, et après lui, il y en aura un autre. Et donc, nous pourrions également avoir une réflexion, peut-être un peu plus philosophique, mais en fait très concrète également, par rapport à ce que nous sommes, en nous disant, oui, il y a ce que je suis en l'instant présent, mais celui que je suis, il est le résultat de celui que j'étais avant. Donc actuellement, quand même, je suis un être humain, la santé, c'est pas trop mauvais, du point de vue matériel, il y a quand même pire, etc., etc. Donc selon le bouddhisme, si à un moment on se trouve dans les bonnes conditions, c'est pas par hasard, c'est parce que celui qu'on était avant a fait des efforts pour ça. Qu'il a respecté l'éthique, c'est pour ça qu'on a eu une bonne renaissance, il a respecté la générosité, il a observé la générosité, c'est pour ça que nous avons une certaine aisance matérielle, etc., etc. Et donc, il y a quelqu'un qui s'est donné du mal pour que nous, ça aille plutôt bien maintenant. Il faudrait peut-être quand même avoir un peu de respect pour lui et ne pas complètement dilapider tout le boulot qu'il a fait. Donc, plutôt que d'épuiser d'une manière futile les bonnes récoltes que nous pouvons faire à ce jour, par respect par notre prédécesseur, nous pourrions essayer plutôt d'en tirer parti. Donc ça, c'est une autre... Et puis après, il y a nos successeurs. C'est-à-dire qu'il y a nous maintenant. Alors dans le bouddhisme, on va penser non seulement à cette vie, mais également aux vies futures. Et selon nous, ce qu'il va devenir de nous ultérieurement, ça va dépendre de ce que nous allons faire ou pas faire maintenant. Mais même si on n'admet pas les vies futures, rien que dans le cadre de la vie actuelle, quand même, l'état dans lequel va se trouver la personne âgée, si elle a la chance de vivre jusque-là, ça va dépendre en bonne partie de ce qui aura été fait par la personne plus jeune. Par exemple, si à l'âge adulte, on peut avoir une bonne profession, etc., évidemment, ça peut venir du piston, d'accord. Mais ça peut venir aussi des études qu'on a faites. Et si quand on est âgé, on peut être en relativement bonne santé, bon, il y a aussi la question de terrain génétique, merci aux parents s'ils nous ont donné un bon héritage, etc. Ça vient aussi du fait d'avoir une hygiène de vie. Si on n'a pas fumé comme un sapeur, si on ne s'est pas complètement défoncé à la cocaïne, etc., on a un tout petit peu plus de chance d'être en relativement bon état, toute proportion gardée, quand on devient plus âgé. Donc ce qui veut dire également que par égard pour nos successeurs, et donc par considération, donc par respect, pour celui que nous deviendrons, eh bien ça devrait également nous amener à une certaine forme de vie, une hygiène de vie également. Et alors si en plus on se met dans la perspective bouddhiste, ça va beaucoup plus loin, parce que il y a le fait de mettre en œuvre toutes ce qu'on appelle les perfections, telles que la générosité, l'éthique, mais également la patience, l'enthousiasme, la concentration et la sagesse, tout ça pour ultérieurement se trouver dans un cadre de vie plutôt agréable et utile. Utile pour soi, utile pour les autres. Donc le respect de soi peut entraîner beaucoup de réflexions
si on en reste aux réflexions, c'est déjà bien, mais et même d'application. Soyons fous. Donc ça serait le respect vis-à-vis de soi. Puis après, il y a le respect vis-à-vis des autres. Alors, les autres, d'une part, c'est normal d'avoir de la considération pour eux, parce que nous aimons bien qu'on ait de la considération pour nous. Or, les autres, ils sont comme nous. En fait, il y a au moins une égalité en ce bas monde, c'est qu'on a grosso modo les mêmes aspirations et les mêmes besoins. Ça ne veut pas dire qu'on ait les mêmes possibilités dans les médias. Par exemple, en tant qu'adulte en relativement bonne santé, etc., on peut estimer avoir une responsabilité vis-à-vis des enfants, vis-à-vis des personnes beaucoup plus âgées, vis-à-vis des malades, vis-à-vis des personnes qui seraient en difficulté matérielle, etc. Donc ça fait partie du respect d'autrui. Ça ne vient pas comme ça tout seul, ça vient parce qu'on aurait percuté qu'en tant qu'être vivant, en tant qu'être animé, doté de sensations, ils ont les mêmes envies que nous de ne pas souffrir et d'être heureux. Et donc à partir de là, un peu de considération pour eux, et ça amènerait à les respecter en tant qu'être vivant, et en essayant de répondre à ce dont ils auraient pouvoir, en tout cas en essayant de ne pas leur nuire. Mais là, c'est l'autre également, disons, dans une certaine perspective. Alors maintenant, dans le bouddhisme, on va plus loin. On va réfléchir en se disant, mais il y a eu les vies antérieures. Et on va se dire, tous ces autres, on les a déjà côtoyés. Ils ont été parfois pour nous une mère, un père, quelqu'un de très bienveillant. Tout ce que nous avons, finalement, nous leur devons. Et donc, à tous ces points de vue-là, la moindre des choses, ça serait d'avoir du respect pour eux. Parce qu'ils nous apportent beaucoup. Même si on n'admet pas la réincarnation, rien que dans le cadre de la vie actuelle, bon, déjà, il y a nos parents, ils nous ont quand même donné la vie. Alors, on peut dire que ce n'est pas forcément un cadeau, mais enfin, bon. Quand même, on l'a, grâce à eux, ou à cause d'eux. En général, quand même, ils ont essayé de nous donner une éducation. Donc ça, on peut quand même leur en être reconnaissant. Et puis, il y a eu nos professeurs. Il y a également tous ceux grâce auxquels on a un toit. Par exemple, si on est dans les affaires, il y a nos clients. C'est grâce à eux que ça marche. Donc, ce n'est pas que mercantile, il y a quand même une relation humaine dans l'histoire. Ou alors, si nous pouvons manger, c'est grâce aux agriculteurs. C'est grâce à tous ceux qui font partie de la chaîne. Alors d'accord, ils gagnent leur vie grâce à ça, mais quand même. Par exemple, s'il n'y avait plus personne pour ramasser nos poubelles, on serait bien embêté. Hein. Donc c'est grâce aux éboueurs que nos rues sont propres. Donc à tous ces points de vue-là, nous avons besoin des autres, ils nous sont utiles. Donc ça serait normal d'avoir de la reconnaissance pour eux, et donc ils sont également, de ce point de vue-là, de tous ces points de vue-là, dignes de respect, d'une certaine manière. Même ceux qui nous font du tort. Qu'est-ce qui nous rend service ? Bon, là, c'est un peu plus bouddhiste comme approche, mais grâce à eux, déjà, ça nous fait autant de karma négatif d'épurer. C'est toujours cette partie. Et puis, ils nous donnent même des occasions, et croyez-moi que c'est pas facile, de pratiquer la patience. C'est tout bénéfice. Donc, même celui qui nous casse les pieds, l'importante première, d'une certaine manière, il peut nous être extrêmement utile. Ça ne dépend pas de lui, ça ne dépend que de nous. Ça dépend de notre perception. Mais si nous prenons les choses sous un angle plus constructif, eh bien, cet enquiquineur est digne de respect, du plus grand respect, parce que sans lui, jamais nous ne pourrions être devenus aussi patients. C'est extraordinaire, non ? On raconte on parle souvent d'un maître indien qui a été invité au Tibet au XIe siècle, à Tisha, et il avait amené dans son escorte un Indien, mais qui était odieux. En général, les Indiens sont plutôt gentils, mais alors là, il en avait trouvé un, franchement, impossible. Et les disciples tibétains, ils ne comprenaient pas en disant, mais faut le renvoyer, on ne va pas le garder. C'est pas possible, mais il casse. Et en plus, il est même désagréable avec vous. Et Atisha dit, c'est mon maître de patience. Je le garde. Donc,
Comme quoi on peut finalement voir les choses différemment. Alors, donc ça c'était un aspect, et c'était plutôt en regardant l'autre sous un angle de l'individu particulier. Maintenant on va jouer collectif. Parce que si on fait la distinction entre soi tout seul d'un côté et puis autrui, autrui c'est une autre personne, un autre être, mais c'est également les autres. Les autres, tous les autres, ça fait du monde. Hein. Et que diable, on est en démocratie. Donc chacun a le droit de s'exprimer, certes, mais malgré tout, on dit en général que l'intérêt de la majorité pourrait l'emporter sur l'intérêt spécifique. Ça ne veut pas dire qu'il faut piétiner les particuliers quand même, je défends ma paroisse, mais malgré tout, du fait que les autres sont plus nombreux que nous, ça c'est même moi qui suis nul en maths, j'arrive à le comprendre, c'est dire, à ce point de vue-là, les autres, en tant que groupe, en tant que société, etc., sont également dignes de respect. Et à partir de là, on va pouvoir le décliner avec toutes sortes de terminologies, hein, parce que on parle de respect, mais le respect va prendre différentes facettes. C'est déjà tout bêtement la politesse. La politesse est une forme de respect vis-à-vis d'autrui. Après, on peut aller plus loin, le civisme. Non, mais je vous avais dit, je suis complètement ringarde. Hein. Des mots qui n'existent plus. On plonge encore plus loin dans le passé, l'humanisme. Mais tout ça, c'est autant de déclinaisons du respect. Et pourquoi pas la laïcité. On est en France. Et la laïcité, finalement, qu'est-ce que ça pourrait être ? Je ne vais quand même pas aller jusqu'à dire qu'est-ce que ça devrait être. Mais qu'est-ce que ça pourrait être ? C'est normalement un espace de liberté, un espace de neutralité, par respect pour chacun, pour que chacun puisse exprimer des opinions, puisse avoir un choix d'opinion, que ce soit sur le plan politique, que sur le plan religieux ou pas religieux, etc. Et donc finalement, d'une certaine manière, la laïcité, c'est une facette extraordinaire que peut revêtir le respect. Le respect de l'autre, le respect des autres, et également le respect de soi. Donc vous voyez, en partant de respect, finalement, ça peut quand même nous entraîner sur un champ très, très, très dangereux, politique. On laisse tomber. Revenons au respect de soi et d'autrui. Et là, on va partir sur un autre sujet scabreux, quand même. Vous savez que cette année, il y a eu les États généraux de bioéthique. On est en plein dans la notion de respect. Ça n'est que de respect dont il est question. Et le problème, et c'est pas facile, hein, et c'est pour ça que c'est peut-être intéressant d'y réfléchir un peu, en tout cas de commencer à y réfléchir ensemble, c'est au fond, quelles sont les questions qui se posent à nous de nos jours ? On voudrait sans doute faire preuve de respect, c'est sûr, mais quelle priorité ? Vers quoi devrait porter essentiellement le respect ? Parce qu'en fait, c'est une question de choix. Après, facile de dire il faut le respect, c'est facile de dire il faut la liberté. Mais après, il y a les limites. D'abord, est-ce qu'il faut des limites ? Ou est-ce que ce sont des absolus ? Comme on vit en société, il faudra sûrement des limites. Sinon, ça va devenir la jungle, si ça ne l'est pas encore. Mais finalement, qu'est-ce qu'on va privilégier ? Le respect de la vie, point barre. Ou alors le respect du souhait exprimé par chacun. Oui, mais c'est qui chacun ? Et est-ce que chacun, quand il réfléchit, est vraiment libre de son choix ? Donc, jusqu'où faut-il respecter la demande exprimée par quelqu'un ? Parce que la demande exprimée par quelqu'un, ça peut être une demande d'euthanasie. Ça peut être une demande de suicide assisté. Ça peut être une demande d'enfant au travers d'une adoption, au travers de la gestation par autrui. Donc, respect, oui, sûrement. Comment ? J'ai pas de solution, hein. Je ne fais que me poser les questions parce que moi, je ne suis pas omnisciente. Hein. Je préfère le dire tout de suite. Soyons clairs. Donc, ça. Et puis,
Il y a aussi également le respect du savoir, le respect de la recherche. Donc entre le respect de la personne et le respect de la recherche, comment est-ce qu'on va faire? Et ça, c'est plus de l'abstrait, malheureusement, ou heureusement. C'est-à-dire qu'effectivement, nous sommes à une période qui est fascinante. Peut-être que toutes les périodes l'ont été, mais je ne me rappelle plus les vies d'avant. Bon, en tout cas, celle-ci est fascinante en ce sens que nous sommes dans un monde en ébullition. Bon, le Bouddha, ça fait belle lurette, qui nous a parlé de l'impermanence. Hein. Il y a l'impermanence grossière, par exemple pour quelqu'un quand il meurt, pour la tasse quand je la casse, etc. Puis il y a l'impermanence subtile. C'est le changement d'instant en instant. Les physiciens quantiques sont, paraît-il, d'accord avec cette notion-là. Donc en fait, ça change vite d'instant en instant. Mais c'est vrai à tout point de vue. Et donc la science, elle fait des progrès, c'est presque miraculeux, enfin disons prodigieux. L'ennui, c'est est-ce que nous avons fait en même temps suffisamment de progrès sur le plan de l'éthique et sur le plan spirituel pour quelque part maîtriser les progrès techniques et les progrès scientifiques? J'espère que oui, sans doute. Mais si, monsieur. Mais en tout cas, c'est bien d'en être conscient et puis d'y réfléchir, parce que également, il ne faut pas se dire, oh, de toute façon, il y a le gouvernement, on l'a élu, maintenant c'est lui qui bosse. Hein. Bah, c'est quand même nous aussi. Hein. Il y a une autre notion qui est quand même assez importante dans le bouddhisme, c'est ce qu'on appelle la notion de dépendance et d'interdépendance. C'est-à-dire que ce que nous faisons, c'est quand même pas anodin. Vous savez l'histoire de l'aile du papillon, là? Le petit truc, le petit battement d'aile, maintenant, qui provoque un cataclysme à des milliers de kilomètres de là. Mais c'est pas forcément c'est pas forcément quelque chose de négatif que ça va produire, ça peut également produire quelque chose de très positif. Et donc, il y a également une notion importante dans le bouddhisme, et qui nous renvoie à la notion de respect, c'est la notion de responsabilité. Coupable, non. Il n'y a pas de notion de culpabilité dans le bouddhisme. Mais il y a une notion de responsabilité. Nous sommes les artisans de ce qui nous arrive, on en a déjà dit un mot tout à l'heure, mais d'une certaine manière également, en tant qu'élément de la société, élément de la nature, nous sommes responsables de la société, nous sommes responsables de la nature. Ça nous ramène aussi au civisme. Par exemple, si à chaque fois que nous prenons un bonbon dans la rue, si nous jetons machinalement le papier par terre, non seulement ce n'est pas un acte très civique, c'est pas très respectueux non plus pour les autres, et c'est pas très respectueux pour la nature, surtout si c'était pas du papier, mais du plastique. Et donc, cette question, j'ai vraiment pas de solution, mais je pense que nous sommes à une période où cette notion de respect mérite qu'on s'y arrête, qu'on y réfléchisse, et qu'on n'élude pas ça d'un revers de main en disant c'est pas mon problème. Si, c'est notre problème. Enfin, c'est notre problème. C'est notre planète, c'est notre monde, c'est notre responsabilité. Et donc, par respect pour nous, par respect pour autrui, par respect pour l'environnement, chacun d'entre nous peut essayer de mettre un peu la main à la pâte. Alors maintenant, concrètement parlant, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On ne va pas faire tout seul des miracles, mais on peut quand même battre un peu de l'aile, positivement. Et on dit qu'on peut toujours agir sur les 3 plans. Le corps, la parole et l'esprit. Dans les 3 plans, ce qui est le plus important, c'est sans aucun doute l'esprit, c'est ce qu'il y a de plus fort. Mais c'est également ce qui est plus difficile. Et arriver à vraiment n'éprouver plus que respect pour soi, pour autrui, etc., c'est bien gentil, mais bon, ça demande un peu d'entraînement. Hein. Mais à défaut, pour le moment, d'avoir complètement épanoui de tel état d'esprit, il y a heureusement les 2 autres plans. Et là, on en revient à des choses, mais vraiment basiques. Éducation première, c'est-à-dire le plan physique et le plan oral.
Et il ne faut pas les négliger, parce qu'en fait, les trois sont en interaction. Et si notre état d'esprit agit sur notre plan physique, c'est-à-dire que si nous arrivons à nous sentir plus heureux, plus détendus, en général, nous allons également être en meilleure santé. Sinon physique, en tout cas mentale, mais quand même aussi physique, c'est-à-dire nous souffrirons un peu moins, même si nous sommes malades. Et le plan oral, en fait, fait partie du plan physique. Donc on va dire, en fait, il faudrait commencer par le plus simple. Et le plus facile, c'est le plan physique. Et pour avoir une application du respect sur le plan physique, eh bien on revient à tout ce qui a déjà été plus ou moins évoqué. À titre personnel, c'est l'hygiène de vie, etc. Et par rapport aux autres, eh bien c'est le respect d'un certain nombre de règles, le civisme, un minimum de politesse, etc. dans les relations humaines, etc., etc. On est à une période, mais où, sous prétexte qu'on veuille abolir les barrières, on abolit également tous les signes extérieurs de respect. On risque de s'en mordre les doigts un jour, parce que même si c'est complètement artificiel à un certain point de vue, même si c'est très superficiel, ça aide quand même au vivre ensemble. Donc voilà un petit peu pour faire un petit tour d'ensemble. Et puis là, comme il nous reste quelques minutes, j'en ai un petit peu assez de monologuer. Et je vais peut-être vous laisser le micro, s'il y a un micro baladeur. Donc peut-être si vous avez des questions, soit sur le bouddhisme, soit sur autre chose, ou alors également exprimer sur votre opinion sur le sujet. Ça peut être intéressant pour tout le monde, je pense. Bon, je reconnais qu'avec cette chaleur, vous devez tous être endormis, mais bon. Mais justement, il faut se réveiller avant d'aller manger. Merci beaucoup, c'était super. Oui, je vais vous demander, mettons, quand on voit quelqu'un qui va acheter un papier, de quelle façon, parce que ça peut être très vexant pour les gens, et donc là où il y a aussi un manque de respect, de quelle façon on peut exprimer, dire quelque chose sans vexer l'autre? Selon le bouddhisme, avant de vouloir éduquer autrui, il vaut mieux s'éduquer soi-même. C'est-à-dire qu'à la limite, on peut discrètement ramasser le bout de papier et le mettre dans la... Le problème, c'est qu'il n'y a plus de poubelle maintenant. Si, il y en a. Moi, je vois des gens qui jettent tout partout alors qu'il y a des poubelles à côté. Il n'y en a pas partout quand même. C'est parfois difficile d'en trouver une. Mais en tout cas, on peut essayer au moins déjà d'agir ça. Il y a une recommandation que je trouve très utile dans l'éthique des bodhisattvas. Donc c'est quand même éthique à un très haut niveau. Où on dit, avant de dire à quelqu'un que ce qu'il fait n'est pas bien, il faut bien réfléchir soi-même. Et il faut voir si la personne est réceptive ou pas. Est-ce qu'elle est dans un état d'esprit tel qu'elle va pouvoir écouter ce qu'on va lui dire, et que même si peut-être elle va s'énerver un peu sur le moment, mais est-ce que ça pourrait ensuite déboucher sur une application concrète? Si on pense que effectivement la personne est réceptive, à ce moment-là, on peut lui parler, et il est dit à ce moment-là, il faut le faire discrètement. Jamais en public, ne jamais être humiliant, toujours être poli, éventuellement parfois être ferme, mais le faire également un peu en tête-à-tête, l'inviter à prendre un thé ou simplement, mais éviter tout ce qui pourrait être de nature humiliante, parce qu'il n'y a pas de raison. Et puis en plus, c'est contre-productif. Par contre, si on s'aperçoit que de toute façon, l'autre n'est pas en état d'écouter, il vaut mieux rien dire. Merci. J'en prie. Il paraît que c'est utile également dans l'éducation des enfants. Oui, bonjour. Vous avez dit que c'était sur le plan physique, que c'était le plus facile d'intervenir... D'agir. Mais c'est pas si simple que ça non plus. Ah, ça je pense par exemple dans le domaine de l'alimentation, si on peut se dire oui, je veux m'alimenter sainement, mais l'esprit, il y a des facteurs perturbateurs dans l'esprit aussi qui viennent. Je pense à quelqu'un qui aurait des compulsions alimentaires par exemple et qui vient contrecarrer
ce qui paraît simple au départ. C'est plus simple, ça n'est pas simple, vous avez raison. Et la difficulté, là, vous voyez bien, d'ailleurs, ce n'est pas le plan physique, c'est le plan mental. Le plus difficile de très très loin, c'est l'esprit. Et l'ennui, c'est que c'est en général notre esprit, ou plus exactement ces composantes que nous appelons les facteurs perturbateurs, qui dictent à notre esprit un certain nombre d'actions ou de comportements qui risquent d'être nuisibles pour nous ou pour les autres. Et c'est là que les règles de vie ont toute leur utilité. Étant donné que, soyons également réalistes, si le monde n'était peuplé que d'êtres parfaits, ça se verrait. Et donc, quand on regarde les informations, il semblerait que ça ne soit pas le cas. Donc, à partir du moment où il faut être réaliste, les êtres de ce bas monde sont imparfaits. Et c'est pour ça que nous avons besoin de lois et de règles de manière à essayer de réguler justement la vie en communauté. Et quand nous n'arrivons pas à dompter notre esprit et qu'il nous dicte des comportements négatifs, nuisibles, après, c'est le recours à certaines règles. Alors, à un niveau plus social, effectivement, ça va être la loi. Parce que les compulsions, ça peut être des compulsions également de meurtre. Donc, ce qui va nous réfréner dans nos pulsions de meurtre, c'est de nous dire, ouais, mais j'ai pas envie de me retrouver pendant X temps à l'ombre. Encore qu'aujourd'hui, ça pourrait se défendre. Mais c'est vrai qu'à titre personnel, mais quand c'est à un point qu'on n'arrive pas du tout à maîtriser, c'est peut-être du domaine de la maladie. Et là, il ne faut pas hésiter à se faire aider par un médecin aussi. Je voulais juste rebondir par rapport au fait, justement, la spiritualité ne fait pas tout. Vous parlez de psychologie aussi ou de psychisme, là. Parce que bien souvent, moi j'entends dire souvent la spiritualité, elle nous mène partout. Mais j'attache une grande importance aussi au psychologique. Parce qu'on est tout ça. Mais est-ce incompatible ? Comment incompatible ? Est-ce incompatible ? Non, mais c'était pour rebondir. Je ne sais plus qui a parlé de. Vous avez parlé de soins, de médecins. Oui. Et moi, je parle de psychologie aussi. Oui, mais un médecin, ça peut être aussi un psychiatre ou un psychologue. C'est pas. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Dans beaucoup de pratiques et dans beaucoup de religions, on a l'impression que la notion de sacrifice est toujours présente, y compris vis-à-vis des autres. Qu'en est-il dans le bouddhisme notamment ? Ça dépend ce que vous entendez par sacrifice. Alors j'aimerais bien que vous me donniez une définition du terme sacrifice. Je ne sais pas, mais c'est laisser passer l'autre avant soi, en fait, et des fois, quitte à se détruire soi-même, en fait. Alors là, on ne parlera pas de sacrifice, on parlera d'altruisme. Et ça ne sera pas conçu comme un sacrifice. C'est-à-dire que pour les différentes raisons qu'on a rapidement effleurées tout à l'heure, les autres sont plus nombreux que nous. Les autres sont aussi importants que nous. Et en plus, nous leur devons finalement tout ce qui peut être bien et bon pour nous. Ce qui est mauvais en partie aussi, mais le mauvais, ça vient quand même beaucoup de notre esprit. Donc, de ce point de vue, on peut en arriver à non pas se sacrifier, on ne va pas le concevoir en termes de sacrifice, c'est-à-dire que dès lors qu'on ressent l'autre comme vraiment quelqu'un d'important, d'utile, en plus nous faisons des méditations qui nous amènent à considérer tous les autres êtres en tant que autant de mères extrêmement bienveillantes au fil de nos vies. Donc il n'y a plus du tout d'idée de sacrifice, mais au contraire peut-être de laisser à l'autre la place normale qui lui revient, et du point de vue de sa bienveillance et du point de vue de son nombre supérieur, c'est-à-dire la première place. Et en aucun cas, on ne va se détruire pour autant. Ça n'est pas parce qu'on se met au deuxième plan qu'on se détruit. Au contraire, en se mettant au deuxième plan, en fait, on ne fait que améliorer en soi les qualités
tels que l'altruisme, l'amour, la compassion, la sagesse, etc. Et donc, au travers de l'accomplissement du bien d'autrui, on parachève son propre bien. Donc, il n'y a pas du tout d'idée d'autodestruction. Au contraire, plus on va aider les autres et quelque part, plus on va s'épanouir soi-même. Pour prendre l'exemple le plus simple, on donne en général l'image de la maman qui est un bébé nouveau-né. C'est épuisant d'avoir un nouveau-né. Alors il y en a qui sont parfaits, mais il y en a d'autres quand même, ils se réveillent souvent la nuit, ils n'arrêtent pas de brailler, puis il y en a qui sont malades. Donc il faut s'en occuper. Ça veut dire que pendant quelques semaines, parfois quelques mois, le sommeil, il passe à la trappe. Hein. S'il n'y avait pas l'amour maternel qui fait que la mère alors a des ressources extraordinaires, on ferait la même chose vis-à-vis de quelqu'un qu'on aimerait moins, burn-out assuré. Les parents tiennent le coup grâce à l'amour. Et donc, si on arrive à développer un amour aussi puissant vis-à-vis des autres êtres, eh bien, de la même manière, on ne se détruit plus en se mettant au service d'autrui. Au contraire, on acquiert une énergie supplémentaire. Donc, l'idée de sacrifice, il y a peut-être une démarche qui ressemble, mais qui n'est pas consciente en tant que sacrifice. Et quant à maintenant, ça touche également la question des ascèses. Le Bouddha, qui a fait l'expérience avant de suivre son propre chemin, a ensuite partagé son expérience et il a formellement déconseillé les ascèses extrêmes, les extrêmes d'ailleurs. Il dit il faut ni trop de luxe, ni trop de misère. Il faut le juste milieu, y compris dans la pratique spirituelle. Et il ne faut jamais non plus prétendre vouloir faire quelque chose tant qu'on n'en a pas le niveau. C'est-à-dire que se mettre au service d'autrui, c'est bien. Sur le plan mental, on peut également inclure tous les êtres, mais après, concrètement parlant, il faut voir ce que matériellement nous sommes actuellement capables de faire et ne pas dépasser nos capacités, parce que là, effectivement, vous avez raison, ça c'est au détriment de notre santé. Il faut maintenir notre santé pour... Donc c'est qui veut voyager mais loin. Voilà. J'ai quelques réserves sur un des termes que vous avez employé, mais vous pourrez peut-être le préciser. Vous avez parlé du fantastique progrès de la connaissance scientifique. On peut l'entendre au niveau factuel. La connaissance scientifique évolue, donc progresse. Le terme progrès a également une connotation positive. Ce serait bien. Or, toute connaissance scientifique débouche sur des applications pratiques. Le problème n'est pas de savoir si c'est bien ou si c'est mal. Dans un premier temps, puisque c'est possible, on va le faire. Regardons la bombe atomique. Les problèmes de procréation médicalement assistée n'existaient pas il y a 100 ans. Donc en parlant de progrès scientifique, est-ce que on n'inclut pas, on ne dit pas implicitement que les applications sont également un progrès donc positif ? Ça me semble un danger. Je suis complètement d'accord avec vous, donc on pourrait effectivement utiliser une autre terminologie, mais également, j'avais ensuite, il me semble, pris soin de dire, mais est-ce qu'en même temps, on a fait les mêmes progrès sur le plan de l'éthique, de la sagesse, etc. Parce que sinon, on ne peut pas contrôler. Et la connaissance en elle-même est neutre. Après, ça va dépendre de l'état d'esprit des utilisateurs. Et arriver à connaître que les éléments sont constitués de telle et telle manière, ça n'est ni bien ni mal. C'est juste comme ça, c'est finalement une photo plus précise sur les éléments physiques. Ensuite, ça dépend uniquement, effectivement, de l'état d'esprit des êtres humains qui vont tirer des applications. C'est vrai, vous avez raison également, que quand quelque chose est faisable, on le fait. Et comme je l'ai dit également ensuite, dans la mesure où tous les êtres ne sont pas encore parfaits, mais qu'on est plutôt imparfait, c'est là qu'on a besoin de lois, de règles. Parce que sinon, c'est catastrophique.
parce que évidemment on faisait moins de dégâts avec un arc et une flèche qu'avec la bombe atomique. C'est la même démarche, mais seulement les instruments utilisés n'ont pas le même impact. Autrement dit, plus la recherche avance, plus on découvre de choses et plus l'éthique prend de l'importance, à mon avis. Et quelque part, là, il y aurait peut-être des décisions politiques à prendre, mais ce n'est pas facile. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment qu'il y ait une espèce de formation systématique à l'éthique. Sinon, on se met en danger. Vous avez raison, je suis complètement d'accord avec vous, hein. Totalement. Bonjour, et comme on dit chez moi, soyez bénis tous. Voilà. Je pense que vous expliquez très très bien, Stella Maris. J'aime beaucoup vos enseignements. Bon, juste un partage. Voilà, merci. Je continue dans la lancée de ce que vous disiez. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et si on prend le conscience justement de la capacité qu'il nous a accordée depuis tout temps, que l'on apprend seulement maintenant, mais je crois que c'est dans les gènes de chacun qui se donne la chance, l'amour et la prise de conscience qu'il est important sur Terre. On voit quand même seulement maintenant que les arbres ont une vie, qu'ils sont vivants, qui peuvent se défendre. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses sur le plan vibratoire. Plus on élève ces vibrations, plus on peut faire de découvertes et rencontrer des êtres aussi. Et qui sont là autour de nous pour nous permettre d'évoluer et qui seraient prêts aussi à nous faire bénéficier de tout leur savoir. Je pense que quand on a connaissance de ça, on n'a pas envie de dire à l'autre « fais comme ci et comme ça », on le fait soi-même. C'est beaucoup plus facile, plus direct. Et ce geste, c'est comme le vol du papillon. Il fait le tour de la planète et tout le monde le ressent. Et ça peut se passer dans le silence. Là où il y a le silence, je ne vous dis pas tout ce qu'on y trouve. C'est à vous de le découvrir. Mais je suis sûre que la plupart d'entre vous l'ont déjà fait. Je vous remercie pour votre écoute. C'est un plaisir pour moi d'être ici. Merci à vous. Et il est exact que, je crois, dans la plupart des religions, peut-être même dans toutes, mais je n'ai pas vérifié, donc je préfère pas trop m'avancer, il y a des contemplatifs. Et bon, si on rapproche ça, ce qui est dit dans le bouddhisme à propos de l'esprit, c'est vrai que dans les différents types d'actions qu'on peut avoir, il y a l'action concrète qui a été en général privilégiée en Occident, mais il y a également l'action mentale, qui est du domaine des contemplatifs, mais qui n'est certainement pas négligeable. Et donc, c'est pour ça également qu'au début, on disait que c'était si important d'essayer d'établir en nous ce qu'on appelle, nous, une bonne motivation, c'est-à-dire un état d'esprit positif, parce que, comme l'aile du papillon, ça peut effectivement avoir des retombées. Alors, ça ne va pas à nouveau faire de miracle, mais ça n'est pas négligeable, et ça n'est pas parce que c'est minime qu'il ne faudrait pas le faire, ça serait dommage. Peut-être une dernière question avant de nous ruer sur les momos. Alors on va donc conclure. Et pour conclure, d'abord, je vous remercie de votre présence, de votre écoute en dépit de la chaleur. Et toujours à la manière bouddhiste, je vous propose qu'on prenne un très court instant en silence pour faire ce qu'on appelle, nous, une dédicace, c'est-à-dire, pensez, nous avons un peu réfléchi ensemble à des notions qui quand même sont importantes, encore plus de nos jours, parce que sinon on risque effectivement de se planter un peu avec les moyens techniques qui nous permettent de faire beaucoup de choses, mais il faudrait peut-être essayer d'orienter le mouvement. Et donc, peut-être que nous pourrions orienter ce partage. On va parler de karma positif, etc., etc. Pour n'importe quoi de bénéfique. Ça peut être pour la paix dans le monde, pour que les êtres arrivent à développer tous plus de sagesse au sens de discernement et une plus grande éthique également.
Je vous souhaite bon appétit, une excellente après-midi, un très bel été et plus généralement tout ce qu'il y a de mieux.